Magnifica de Maria Rosaria Valentini aux éditions de Noël, lu par moi. Magnifica s'appelle Magnifica, comme d'autres s'appellent Kevin ou Justino, Consuelo ou Gelsomina. Nomen omen. La dernière chose qu'Andrea lui offrit fut un stylo doré, de ceux qu'on n'utilise plus ou qu'on trouve peut-être encore dans les goussets des hommes âgés qui sèment involontairement sur le col de leur veste des pellicules et une vague odeur de lotion capillaire à base de brou de noix. Un stylo fin qui glisse facilement des mains, pour aller où, on ne sait pas, si on ne serre pas bien les doigts, si majeur, index et pouce ne se rejoignent pas pour former un trépied assez solide et sûr, prêt à guider les mots, à leur donner le jour en les expulsant d'un mince boyau d'encre vers la surface blanche d'une feuille en attente. Ce stylo est devenu une obsession. Magnifica a peur de le perdre. La nuit, elle se réveille en sursaut, rompue par un sommeil vague et fragile. Elle tourne dans la maison tel un fantôme égaré et le cherche à tâtons. Elle ne parvient à se rendormir qu'après l'avoir trouvé, à la cuisine entre les pages d'une revue, au détour d'une grille de mots croisés irrésolus, à la salle de bain parmi les crayons avec lesquels elle suit le périmètre oblong et difficilement mesurable de ses paupières, ou dans la poche intérieure de quelques sacs à main, ou encore dans la serre, ce labyrinthe de cactus qui a résisté à de nombreux déménagements en répondant à son dévouement avec une générosité affectée et des floraisons nocturnes non rares. Face à ces fleurs, son esprit suspend, dans un lambeau de temps, sa recherche fébrile, pour penser au vol des chauves-souris qui semblent dénuées de grâce et qui, pourtant, est capable de féconder les plantes. Combien le savent? Quand soudain un mari s'en va, c'est presque toujours une vie entière qui s'émiette. Les mots forment un nœud coulant, les espoirs deviennent des serpes, la raison se teinte de vengeance et de chantage. Quand soudain un amant s'en va, souvent et volontiers, on ferme une parenthèse. Et cela n'a sans doute guère de sens de s'embêter à courir après les si et les pourquoi. Quand c'est un fils qui s'en va, par contre, il n'est de point d'ancrage pour aucune pensée. Andrea disparut un matin de début juillet, un de ces jours où tout le monde a envie de mer, de fraîcheur. Même la concierge, la dernière à l'avoir vue, se plaignit de la grosse chaleur. Elle dit « Mon Dieu, cette loge est une fournaise. Ceux qui sont déjà en vacances ont bien de la chance, pas vrai ?» Andrea répondit « C'est vrai, c'est bien vrai, mais quel ennui de rester à fixer les vagues toute la journée !» Et il sourit, comme sourit un homme qui s'en va au bureau. Il glissa une cigarette entre ses lèvres, fit quelques pas en direction de la porte, puis s'aperçut qu'il avait oublié une chose. Il ouvrit sa mallette, revint vers la femme, la pria de donner à sa mère ce petit paquet, car il n'avait pas envie de remonter. Merci bien, il l'aurait fait s'il n'avait pas été légèrement en retard, mais... La concierge assura. Magnifica, fidèle à son habitude, descendrait vers 10 heures pour prendre le courrier, et alors elle lui remettrait la petite boîte, sans faute. Andrea la salua une nouvelle fois, desserra le nœud de sa cravate, admit finalement que les vacanciers ont vraiment la belle vie, et la concierge rit, comme rient les concierges qui doivent passer la serpillière sur 8 volets de marche. En les regardant tous les deux, l'un à côté de l'autre, Magnifica et Andrea ne semblaient pas être mère et fils, mais plutôt frère et sœur. Parfois, l'âge est une convention. Andrea avait les yeux continuellement fatigués, endormis, évoquant presque une ptose palpébrale, et le visage pâle, les joues pleines, les cheveux noirs clairsemés. Sa mère lui arrivait aux épaules, toute mince, à l'exception de ses fesses, de la pointe du nez au lobe des oreilles et jusqu'aux orteils. D'ailleurs, elle mangeait peu, vivant surtout d'idées vagabondes et de pensées fougueuses. À première vue, ils ne se ressemblaient pas. Toutefois, dans les détails, on devinait qu'une parenté profonde les unissait. Ils avaient une manière d'agiter les mains en l'air, à la recherche du mot juste, qui était la leur et celle de personne d'autre. Ils avaient tous les deux une fossette sur la joue droite, dans laquelle logeait bizarrement un grain de beauté qui disparaissait par un jeu de plis minuscules de la peau chaque fois qu'ils parlaient, et une tache duvetée derrière l'oreille. Magnifica et Andrea se comprenaient sans gaspillage d'attention. De temps en temps, ils disparaissaient. Ils sortaient le matin et puis, durant quelques jours, personne n'avait plus de nouvelles. Elle évitait les questions. À sa place, elle aurait fait la même chose.
Elle se serait accordé quelques brèves escapades, car il faut bousculer les heures du présent, autrement, la vie se liquéfie et dissout en un clin d'œil toutes ses saveurs. Ainsi, Andrea s'échappait pour aller épier le monde, et Magnifica approuvait, convaincue que ses flâneries lui faisaient du bien. Elle ne s'étonna donc pas, ce soir de juillet, quand elle ne le vit pas rentrer. Le paquet confié à la concierge ne la surprit pas. Son fils était comme ça, un mélange de doutes voraces et de délicatesses imprévisibles, une calebasse remplie de désirs, de fragilité, d'inventions transparentes. À la Saint-Antoine, les étals débordaient le long des rues. Les gens passaient, jetaient un œil et se décidaient vite sans tergiverser, car le froid n'incitait pas aux haltes prolongées. Les marchands tapaient des pieds par terre, buvaient et braillaient pour affronter le gel. De nombreuses femmes, assises sur des petits bancs de bois, serraient contre elles des bouillottes en terre cuite jamais rassasiées de braise qu'elles renouvelaient, de temps en temps, en faisant un saut chez la boulangère. Les musiciens, entre deux sonates, se ruaient dans l'auberge et formaient un cercle autour du poêle à bois, parsemé d'écorces d'orange qui revigoraient l'âme avec leur essence amère, fumée, intense. Et il fallait se réjouir quand il ne neigeait pas. Mais janvier reste janvier. Au village, on croisait peu de gens, alors, car beaucoup étaient partis chercher du travail Dieu sait où, et les personnes restantes préféraient, en cette saison, se terrer dans leur maison ou leur boutique, au chaud. Néanmoins, pour la fête du Saint-Patron, les ruelles tortueuses, taciturnes, désertes, se peuplaient d'une agitation insolite et savouraient, curieuse, les miettes croustillantes d'une vie d'ordinaire nonchalante, engourdie. Le monde pouvait s'écrouler, Ada Maria ne ratait jamais cette fête. Des grâces à demander, elle en avait plusieurs. Pour elle, pour les oies, les dindons et les pigeons de la basse-cour, pour le cochon, pour quelques fissures apparues soudainement sur le mur à côté de son lit, et qui la nuit craquaient doucement, mais surtout, pour sa fille, qui était sèche comme une patte de poule et avait un teint de lait caillé, trop souvent assaillie par une fièvre insolente, un ressac, qui allait et venait sans lui laisser de répit. « C'est rien du tout, disait le médecin, agacé par cette préoccupation constante, insistante, visqueuse. Ça passera en grandissant. Ada Maria ne voulait rien entendre. Encore combien de temps allait-elle devoir attendre? Et si, en réalité, le docteur se trompait? Elle n'avait qu'une fille, une seule. Ainsi, elle restait longtemps à genoux, les bras ouverts et les paumes vers le ciel, en signe de dévotion, parlant au sein sans se répandre en paroles. Les flammes, pendant ce temps, s'entortillaient. Presque toutes les étincelles qui s'échappaient du feu dessinaient de nerveuses chaînettes verticales. Certaines, cependant, choisissaient des trajectoires contraires et insolites en retombant vers le sol. Ada Maria restait immobile, ne cherchait pas à les éviter, même lorsqu'elles atteignaient ses cheveux. Son amie Rosetta, qui avait tenu sur les fonds baptismaux cette unique fille malingre, la bousculait. Elle tentait de la faire bouger, de l'éloigner des flammes. À son oreille, elle disait « Tu es folle, quand tes cheveux auront brûlé, qui va te regarder ?» En effet, il ne lui restait que ses cheveux. Ils avaient résisté, on se demande comment, domptés en une très longue natte enroulée sur elle-même et retenue par de patientes épingles dentelées, légèrement au-dessus de la nuque. Pour le reste, c'était une brindille, ou plutôt une chandelle, une de ces bougies blanches, allongées, modestes, à la mèche tronquée. La fin de la guerre est une courbe paresseuse de chars d'assaut qui s'éloignent, tandis que les rues tremblent encore. Les gens rient et pleurent en même temps. Certaines voix s'estompent, d'autres ressurgissent de silences souterrains. Et qui a la force de s'en aller s'en va, qui a la force de rester, reste. L'espérance est ce qui viendra, après. Magnifica a essayé et réessayé tant de fois, et elle continue. Elle veut toujours en savoir un peu plus, insatiable. Elle attend qu'on lui raconte tout de cette parcelle de temps, et même d'avant si possible. Ada Maria, sa mère, n'en parle pas spontanément. Difficile de lui donner tort. À quoi bon raconter les bombardements, les privations, l'exode, les gouffres, les digues, les marges, les jours et les nuits qui se chevauchent à l'insu des saisons? Quand on est en guerre, ou à ses lisières, il vaut mieux hypothéquer toutes ses pensées, séquestrer sa raison et se déclarer otage de la folie. Il vaut mieux étouffer tous les quand, comment, pourquoi, si on veut pouvoir enjamber l'absurde. La fin de la guerre n'est jamais éternelle, mais éternellement et où qu'on soit, l'espérance mène ailleurs. C'est cela surtout, entre autres choses certainement, que répète Ada Maria, bousculée par les questions de sa fille. Et au début elle hésite, semble presque lutter.
Elle se fait prier, semble préférer le silence. Elle évite, ruse, et finalement elle cède, s'ouvre. Son visage s'illumine, elle explose et devient de plus en plus précise, jusqu'à faire peur. Elle est vieille, mais sa mémoire, celle qui regarde derrière, ne la trompe pas. Et chaque fois qu'elle raconte, elle se guérit d'une mélancolie épaisse, dentelée. Magnifica recueille ses phrases, les enroule autour d'elle, les boit comme de l'eau, les écoute obligée, se jette dans le passé en essayant de ne pas trébucher, de ne pas trop souffrir. Difficile de retenir ses larmes, surtout parce que sa grand-mère, Euphrasia, n'a pas été gâtée par la vie. Son histoire est une racine douloureuse.